l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Mobilisation générale pour nos paysans. Fact-checker, boum, le boomerang. Et puis, momie décorée. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles divergentes, Philippe Bohen, Marie et Patrick S. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Retour sur le buzz des salsés. Certains affirment sur les réseaux sociaux que cette affaire est sans importance. Circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, ils ne comprennent pas grand-chose aux lois de la communication, à moins qu'ils travaillent pour l'Élysée. Car ces salsés, c'est quand même une sacrée boule de pétanque dans un miroir. La jolie image de Bribri façonnée par une com de propagande vole en éclats. Bribri éclaté façon puzzle. L'affaire Salsé est une catastrophe pour l'Élysée. D'abord, cela ravive les liens entre Mimi et Bribri, la prédatrice sur ado de 14 ans que Mimi avait eu la mission de cacher aux Français. Secondo, cela casse le narratif de Bribri, femme élégante et distinguée. C'est une poissarde mobilisée pour défendre la mafia mainstream, voire mes deux précédents entretiens. C'est donc logique qu'un tel monstre détourne 2 millions dans la caisse des pièces jaunes. Dans ces entretiens, on prend les vraies pièces du Pulse, la biographie de Bribri, et on les articule. Et l'image que nous en donnons n'est pas très jolie. Rien à voir avec celle de Mimi Marchand. Enfin, cette affaire des salsés permet à certains politiques de se lâcher un peu. Julie Garnier, oratrice nationale à la France Insoumise, s'en prend à Bribri et sa relation avec Le Poudré après ses propos sur les militantes féministes. Je préfère les salsés qui font irruption dans les spectacles des agresseurs plutôt que des salsés qui font irruption dans la sexualité des ados de 15 ans. Et pan sur le museau. Quant aux féministes, elles exigent des excuses. Salsées, des excuses publiques sont réclamées à Brigitte Macron. Une association a même porté plainte contre Latrogneux. À ce rythme, Bribri va passer son temps dans les prétoires. Cette affaire est donc très révélatrice. Quand vous avez des personnes aussi vulgaires, sans foi ni loi, menteuses, propagandistes, affreuses, sales et méchants, vous ne devez pas vous étonner qu'ils persécutent les Français. Zone de résistance agricole constituée en Ariège. Près de 300 agriculteurs bloquent les routes et chemins menant à l'exploitation du GAEC de Moriscou à bord de Suararise pour empêcher les forces de l'ordre et les vétérinaires de venir assassiner un troupeau de 208 vaches. La mobilisation est lancée dans le monde agricole. Il faut absolument sauver les paysans et les éleveurs. Chez les patriotes, même son de cloche, c'est l'alarme. Signez la pétition des patriotes contre l'abattage de nos troupeaux de bovins. Plus un seul troupeau abattu pour des maladies qui se soignent et ne sont pas contagieuses. Oui, une pétition nationale. Arrêtons le massacre de nos vaches. Le lien dans ma description. Et le mouvement des citoyens en renfort. Oui, Philippe Murer, le mouvement politique citoyen appelle tous ses adhérents à aider les paysans sur le terrain et à résister à cette culture de la mort des élevages. Cela suffit, la ministre de l'Agriculture doit reculer. Si vous n'êtes pas trop loin de l'Ariège, allez les soutenir. Merci. Ces appels ont été entendus. Il y a du monde pour s'opposer aux forces de l'ordre. Paysans, citoyens et patriotes sont bien présents. La presse couvre également l'événement, la résistance à l'ordre européiste. À Bordes sur Ariège, une véritable résistance s'organise. Des paysans de toute la région viennent soutenir l'exploitation Moriscou et vont tenter d'empêcher l'abattage de l'intégralité des 200 bovins du cheptel prévu demain à 9h, en raison d'une bête atteinte de la dermatose nodulaire. Je serai sur place pour couvrir la situation.
Le monde agricole est vent debout contre l'abattage systématique des animaux malades. Un hélicoptère de la gendarmerie survole régulièrement les lieux. Sur place, les agriculteurs se préparent à une confrontation avec les forces de l'ordre. Mais la mobilisation a-t-elle déjà fait reculer Genevard? Un message de Mercadal. Donc les amis, on est ensemble pour protéger nos élevages. Donc on a un petit espoir, je dis bien un petit espoir, rien n'est fait, mais la ministre descend en Ariège. Et on va peut-être obtenir que cette ferme devienne une ferme test et de mettre un terme à toutes ces conneries. On a besoin d'être le plus nombreux possible pour qu'il y ait le plus de pression possible sur le gouvernement. Donc si vous le pouvez, venez nous rejoindre au GAEC de Mouriscou. En Ariège. Mouriscou. Voilà. Rejoignez-nous les amis, on a besoin d'être le plus nombreux possible pour sauver l'agriculture de ce pays. À bientôt et Allez, venez. chat. La presse évoque en effet un probable sursis. Il y a en effet une proposition d'un protocole expérimental par les syndicats et qui peut leur offrir donc un sursis. Il propose que ne soient abattues que les vaches contaminées et que la santé du reste du troupeau soit contrôlée par test PCR pendant 4 à 6 semaines. Ils appellent également à une vaccination massive, rapide et efficace au-delà des zones réglementées, ainsi que la mise en place d'une zone de protection de 5 km autour du foyer. Cette demande vaut pour les cas de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées et tout le territoire français, a précisé M. Candelon. Jusqu'ici, la réglementation visant à stopper la propagation de la maladie prévoit que l'ensemble du troupeau concerné soit abattu et l'instauration de zones réglementées dans un rayon de 50 km autour du foyer de DNC, un périmètre dans lequel les déplacements de bovins sont interdits ou restreints et où les bêtes sont vaccinées. Manifestement, il y a des trous dans la raquette. On est à 100 km d'une zone où il y a eu des cas et il y a un cas qui sort ici. Il n'y a pas d'éleveurs transhumants à côté. Ils n'ont pas acheté de bêtes récemment dans la zone affectée. Madame la ministre, Annie Genevard, expliquez-nous, a déclaré David Echenne, éleveur ariégeois et co-porte-parole de la Confédération paysanne d'Occitanie. Vous ne trouvez pas que ces cas en Ariège sont très étranges ? Parce qu'ils apparaissent très loin des autres foyers, et puis en hiver, les mouches, qui sont le principal vecteur de la maladie, ne sont pas très actives. Méfiance également vis-à-vis de la ministre, qui est la reine des belles promesses non tenues. Elle est sans état d'âme. La preuve, elle est LR. Et en haut, qui plus est, ils ont un agenda. Climat, la Cour des comptes recommande une réduction importante du cheptel de bovins en France. Responsable en France de 12% des émissions d'équivalent CO2, l'élevage bovin ne respecte pas les engagements de la France en matière de réduction des émissions de méthane, ce qui appelle nécessairement à une réduction importante du cheptel. Et oui, en haut lieu, ils ont un agenda et ils sont prêts à toutes les ruses, à toutes les fourberies. Ils annoncent en plus vraiment la couleur. Qu'est-ce que la dermatose des bovins qui pourrait tuer plus d'1 million de bêtes en France ? C'est une maladie bénigne qui se soigne bien et qui ne se transmet pas à l'homme. Mais elle est par contre très utile pour appliquer l'agenda escrologiste. Média, Trump l'a annoncé, les fact-checkers en larmes. La vérification des faits, c'est du journalisme. L'interdiction des visas américains par les fact-checkers provoque un tollé chez les journalistes, enfin les attachés de presse payés par les progressistes propagandistes. Le gouvernement de Donald Trump considère la vérification de l'information comme de la censure de la liberté d'expression des Américains. Ah oui, faut-il des exemples ? Il faudrait peut-être rappeler les exploits de ces fact-checkers. Biden est en pleine forme. Non, il n'est pas sénile. Le vaccin protège de la transmission et de l'infection. Non, il n'y aura jamais de passe sanitaire ni de passe vaccinal. Non, l'Ukraine n'est pas un pays corrompu. Il n'y a pas de bandéristes à Kiev. Il n'y a pas de massacre de population russophone dans le Donbass. Réchauffement climatique, les optimums médiéval et romains, période de réchauffement, sont des complots d'extrême droite. Là, ça va carrément contre la science universitaire. Les journalistes du service public sont objectifs et ne sont pas inféodés au Parti socialiste comme Patrick Cohen. Macron n'est pas un tyran, il ne ment pas et ne veut pas mettre en place un label pour la presse. Il aime les Français et il n'est pas du tout perché. Brigitte a été filmée à son insu. Elle n'est pas
agresseuse d'enfants et Mimi est une femme honnête. Les punaises de lit, c'est un coup des Russes. Tous ceux qui nous contredisent sont des complotistes d'extrême droite anti-vax, gilets jaunes payés par Poutine. Il y a une loi dans l'histoire. Les miliciens finissent toujours mal. Leur chef. Le chef de l'État précise le projet de labellisation. On doit pouvoir distinguer les gens qui font le métier de journaliste de gens qui n'en sont pas. Reporters sans frontières a créé un processus de certification pour ceux qui font bien leur métier. Mais comment font les spectateurs pour écouter ce type ravagé par la poudre ? Car enfin, Reporters sans frontières, c'est une officine d'extrême gauche, militante, soutenue par Soros, les progressistes et l'Union européenne. Quel gage d'impartialité! Et Manu est à deux doigts de réinventer le fil à couper le beurre, c'est-à-dire la carte de presse. Et en plus, il exige un tampon d'infamie, le label gauchiste de désinformation. Et oui, regardez-les, ces gauchistes sur le service public. Ils sont prêts à tout. Pour France Info, les marchés de Noël, c'est national-socialiste. On vit une véritable guerre civilisationnelle avec un ennemi payé par nos impôts qui vit sa meilleure vie sur notre dos en détruisant méthodiquement tout pan de notre culture. Je vous mets l'analyse de l'excellent Jonathan. C'est à peine croyable. Au départ, j'ai cru à un fake. Oui, on dirait un sketch de Laurent Firode. Un point Godwin d'anthologie. Ah oui, les marchés de Noël, c'est le petit moustachu. Et en plus, on vend des produits du terroir. L'extrême droite. À ce niveau-là, cela relève de la psychiatrie. Les marchés de Noël, une tradition réhabilitée par les petits moustachus. Polémique monstre, tout le monde hurle au point Godwin dans Le Vin Chaud. 24 heures après, article 404, tweet supprimé, vidéo planquée. Sévice public, on salit Noël puis on efface les traces. Bravo, l'esprit festif. Il est peut-être temps de rappeler à certains gauchistes quelques fondamentaux historiques. Le petit moustachu voulait une grande Allemagne, une Europe nouvelle. Et il avait comme projet la déchristianisation. Et oui, parce que sa religion était une sorte de gloubi-boulga d'ésotérisme païen, avec, en fond de sauce, l'armanisme. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a persécuté les catholiques. C'est quand même curieux qu'aujourd'hui, certains reprennent en quelque sorte ces projets. Les marchés de Noël disparaissent tranquillement en Allemagne, la protection contre les attentats terroristes coûtant trop cher. Les fanatiques atteignent leur objectif, effacer cette fête chrétienne de l'espace public, avec la complicité de notre service public. Étonnant, non ? Comme dirait Jean-Michel Laplaty. Petite conclusion de cette séquence avec l'Observatoire du journalisme. Merci à Grabli, journaliste de BFM, de rappeler que notre travail est effectivement d'utilité publique et que, sans nous, personne n'aurait entendu parler de ce projet gouvernemental de censure qu'est la labellisation des médias. Et oui, s'il n'y avait pas la réinformation citoyenne, vous seriez conditionné par tous ces médias aux ordres, pro-Macron, européistes et atlantistes. Dans une certaine mesure, Grabli de BFM, c'est l'hommage du vice à la vertu. Socialisme européiste toujours. Thomas Piketty. Si l'Europe ne sort pas urgemment du régime de sacralisation de la propriété privée et de libre-échange absolu mis en place dans les années 90, on ne pourra jamais résoudre les défis géopolitiques, sociaux, industriels et climatiques du XXIe siècle. La sacralisation de la propriété privée évoquée par l'auteur ne date pas des années 90, mais de 1789, où la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précisait la propriété étant un droit inviolable. Ah, Thomas Piketty, réchauffement climatique, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Cela me rappelle quelque chose. Piketty, économie socialiste et Klaus Schwab, même combat. Allez, dehors les bolcheviks. L'audition du service public continue à l'Assemblée nationale. Delphine Ernotte répond aux accusations qu'elle aurait organisé des cocktails onéreux pendant le Covid. Il
Il n'y a évidemment eu aucune réception pendant le Covid. Je dis simplement que nous avons dû fonctionner dans des circonstances particulières et que tous ceux qui ont dû travailler pendant cette période ont constaté, notamment les entreprises. Et donc je vous redis qu'il s'agit majoritairement de frais, et je vous ai donné d'ailleurs le détail, et je vous le redonnerai par écrit si je n'ai pas été assez claire, mais il s'agit de frais de repas pour les salariés qui travaillaient. Voilà. Oui, la ligne s'appelle frais de réception et achats alimentaires. Donc il faut considérer que c'est des achats alimentaires. 1,5 million d'euros pour payer la cantine de moins d'un quart du personnel, vu que le reste était en télétravail. Oui, oui, bien sûr, la marmotte met le chocolat dans le papalu. C'est en effet l'excuse la plus pourrie que j'ai jamais entendue. Amélie Ismaili. Delphine ose nous faire croire que pendant que les trois quarts du personnel était en télétravail, France TV a dépensé 1,5 million d'euros, le double des autres années pour la cantine. Delphine nous prend vraiment pour des crétins. Et maintenant, les liaisons dangereuses. Delphine Ernotte ne voit aucun inconvénient, nous dit Charles Aloncle, député UDR, à ce que des centaines de millions d'euros d'argent public soient versés chaque année à la société de production Media One, détenue très majoritairement par le fonds américain KKR. Pourtant, quelques minutes plus tôt, elle affirmait que la mission du service public était de soutenir la production indépendante française. Media One, vous vous rappelez, c'est la boîte de production dirigée par Mathieu Pigasse, le milliardaire socialiste qui a comme but dans la vie d'empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir. Forcément, il perdrait quelques marchés. Derrière lui, vous trouvez Xavier Niel, pilier de la Macronie, et bien entendu l'actionnaire majoritaire, les atlantistes. Vous retrouvez toujours les mêmes malfaisants. Il ne manquerait plus que des escrologistes à France Télévisions. Ah, c'est fait. Depuis 2015, Delphine Ernotte n'a cessé de promouvoir Stéphane Sidbon-Gomez, aujourd'hui numéro 2 du groupe France Télévisions, cumulant la direction des programmes et fait inédit, la direction de l'information. Eh ben, pourtant, avant son recrutement, il n'avait aucune expérience dans les médias et avait travaillé exclusivement pour Europe Écologie Les Verts, où il a été successivement assistant parlementaire au Parlement européen, directeur de cabinet du groupe Vert en Île-de-France, directeur de campagne d'Eva Joly en 2012 et conseiller spécial de Cécile Duflot jusqu'en 2014. Lui, il est labellisé gauchiste. Enfin, de type pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Il se décrivait lui-même comme un apparatchik, un homme d'appareil devenu un militant ordinaire. Lors de son audition, Delphine Ernotte a justifié cette nomination en louant ses qualités, sans jamais apporter la moindre garantie sur sa neutralité et son impartialité en tant que directeur de l'information. Quand on regarde le journal de Léa Salamé, on n'a pas beaucoup de doutes sur sa partialité. Bilan, une mafia socialiste escrologiste qui s'en met plein les poches pour nous désinformer et qui, par-dessus le marché, nous prend pour des abrutis. International. La France et l'Union européenne menacées de devoir payer des dizaines et des dizaines de milliards d'euros à des oligarques et entreprises proches du Kremlin. Une note de 27 pages d'un institut français met en garde contre l'exploitation par des proches du Kremlin de vieux traités économiques liant l'Europe à la Russie. Les procédures en cours ont une chance d'aboutir. Encore une théorie du complot qui devient réalité. On avait expliqué dans ces entretiens que les persécutions contre les Russes allaient à l'encontre des traités et des lois. Fake, hurlaient les journalistes. Eh bien, c'est une réalité en décembre 2025. Le Premier ministre belge a déclaré que la proposition de la Commission européenne d'utiliser les actifs russes en faveur de l'Ukraine est un vol pur et simple. Il a également menacé de déposer une plainte contre la Commission européenne afin de bloquer une éventuelle décision concernant la disposition des fonds russes. À la grosse commission, ils passent leur temps à bafouer les lois et les règles, penser à la corruption. Et là, c'est en train de leur revenir en pleine face. De nombreux pays ne les suivent plus et appellent un chat. Saisir les avoirs gelés russes, c'est un vol. Oui, de nombreux chefs d'État disent stop, comme Mélanie. Mélanie qui pencherait davantage en faveur de la vision Trump que de celle de Starmer, Macron, Merz, aurait fait pression sur Zelensky.
La première ministre italienne aurait demandé au président ukrainien de se tenir prêt à devoir faire des concessions douloureuses. Ça sent vraiment la fin pour Zelensky. Un spécialiste du Financial Times a affirmé il y a 2 jours que la guerre cesserait en janvier-février 2026. Alors, si les Anglais s'y mettent, Volodymyr Zelensky en très mauvaise posture. Zaloujny favori, ce que disent les sondages en cas d'élection présidentielle en Ukraine. Qui l'eût cru? Parce que les médias aux ordres nous ont expliqué que Zelensky était adulé par son peuple. Il ne va donc pas être élu dès le premier tour à plus de 60% des voix. Alors, LCU, une explication? Oui, Zaloujny va écraser Zelensky, le corrompu. Et en plus, l'Ukraine n'a plus beaucoup d'argent. L'aide militaire à l'Ukraine ne fait que reculer. L'Europe n'arrive plus à compenser après le désengagement américain. Et sur le front, cela commence à se voir qu'il n'y a plus beaucoup d'argent pour l'armée. Libération de Seversk. L'avant-dernière forteresse est tombée. Le tour de Slaviansk-Kramatorsk arrive. Pierre Lelouch. Macron veut continuer l'effort de guerre en Ukraine, mais avec quel argent? Il n'y a plus un rond. Donc le président fait le kéké devant Zelensky, mais à côté, on a un gouvernement qui présente un budget de la Sécu en déficit de 20 ou 30 milliards, souligne Pierre Lelouch. Je crois que vraiment c'est fin de partie pour Zelensky et la guerre, même si les députés ont voté une augmentation assez massive des crédits militaires. François Ducrot. De façon effrayante, les députés viennent de voter un budget avec 155 milliards d'endettement supplémentaires. Aucune coupe majeure dans les dépenses. Cela ajoute 5 milliards annuels pour le simple remboursement des intérêts des emprunts. 5 milliards, c'est 73 € que chaque Français va payer en plus chaque année, à vie, à l'État, sans aucun service durable en contrepartie, sans infrastructure supplémentaire, juste pour les dépenses courantes générées par 620 000 élus. Ce sera juste la petite touche 2026 dans le remboursement annuel abyssal de notre dette. Vous comprenez pourquoi ils parlent tous de déficit en pourcentage du PIB et non en euros. Ils sont fous alliés. Et ce que je ne supporte plus, c'est qu'ils osent parader devant les médias. Ce soir, tous ceux qui ont participé à ce résultat ont fait tout simplement leur job de parlementaire, c'est-à-dire représenter les Français qui leur ont demandé de trouver des solutions. Mais quel monde orwellien! Combien ont-ils gagné personnellement dans leur troc avec le cornu, les 3 individus qui se disent au service des Français? Voilà pour le PS. Et maintenant, les LR, la deuxième moitié de l'RPS. Bruno Retailleau déclare la guerre à Wauquiez. Il y a eu des négociations de couloir pour ce budget nuisible. Tout au long des discussions budgétaires, le Cornu a choisi son interlocuteur, Wauquiez. Je comprends maintenant pourquoi. Une députée en pleurs dans l'hémicycle, un Laurent Wauquiez intimidant, des propos rapportés. Olivier Marleix aurait honte, lancé à la suppléante du défunt, des soupçons de deal avec le Cornu. Le LR vote donc le budget de la sécurité sociale dans la paranoïa et les larmes. Il n'y a plus de mots assez forts dans la langue française pour qualifier Laurent Wauquiez. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec une transition toute faite. Budget de la Sécu. Si j'écoutais mon cœur et si j'écoutais mes tripes, je voterais contre ce texte, déclare Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste, qui a voté bien entendu le texte. Donc elle a écouté son derrière pour le sauver. Ces députés ont donc sauvé Macron, le roi des menteurs. C'est News. Déjà, moi, je plains mes amis malouins qui ont dû subir la logorrhée présidentielle toute la journée. Parce que, pardonnez-moi, mais Emmanuel Macron, s'il y a bien un président spécialiste de la fake news depuis près d'une dizaine d'années, Ils iront c'est sur lui. la tombe de Chateaubriand après pour contrebalancer. D'ailleurs, les mensonges du Poudré n'ont jamais été débunkés par les fact-checkers. On se demande pourquoi. Rubrique chiffon, mode, printemps-été. Vous aussi portez une robe pied jaune de Louis Vuitton. Sébastien Delogu et ses frères. Je ne me sens pas à ma place à l'Assemblée nationale, car je ne suis pas avec mes frères du quartier. Bah, démissionne au pire, mais bon, 7 000 € par mois à ne rien faire, on n'y renonce pas aussi facilement, hein? Le saviez-vous?
La radiodiffusion nationale, qui donnera plus tard France Info, est une création du régime collaborationniste de Daladier en 1940, centralisé sous Vichy pour diffuser la propagande du petit moustachu. Les Français parlent aux Français. Radio Paris ment. La pétition pour conserver les anciens vitraux de Notre-Dame de Paris, qu'Emmanuel Macron souhaite remplacer par des vitraux contemporains, vient de dépasser les 300 000 signatures. Les vitraux de Viollet-le-Duc, qui avaient miraculeusement résisté à l'incendie de Notre-Dame, seront remplacés par des créations d'une laideur répugnante. Ainsi en a décidé Macron, le tyran, sans aucun égard pour le Code du patrimoine. Ce nouveau fait du prince est inadmissible. Mais rassurez-vous, France Sphincter adore. Momie décorée. Ariel Dombal, décoré par Rachida Dati, Bernard-Henri Lévy à ses côtés pour l'applaudir. Le microcosme se porte bien, chevalier des arts et des lettres quand même. Personne n'a expliqué quelle a été la contribution de cette momie épouse d'escroc à la littérature ou aux arts. Ah si quand même, on l'a entendu miauler pour les Jeux Olympiques. Allez, on se quitte par un hommage à nos valeureux paysans qui résistent contre les forces de l'ordre. Les 208 vaches resteront en vie tant que les gendarmes mobiles ne nous auront pas fait saigner. On résiste à bord de Surarise. Paysans et citoyens de tout le pays sont mobilisés ce matin. Oui, rejoignez-nous. Bravo et magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.